Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. À la tête de Maison DSA, Florence Châtelet-Sanchez parcourt le monde à la recherche de produits d'exception. Elle s'est donnée pour mission de défendre l'artisanat et de préserver les gestes ancestraux qui ont façonné la gastronomie telle que nous la connaissons. Mais elle n'est pas une simple sourceuse. Elle affine, transforme et transcende ses produits rares en faisant se rencontrer des méthodes de production et des terroirs qui n'auraient jamais pu être réunis sans son intervention. Cette démarche haute couture, d'abord conçue pour les grands chefs, est désormais proposée aux gourmets, loin de toute stratégie élitiste, mais avec la volonté farouche de porter produits et savoir-faire à leur paroxysme. Il y a un an, Florence a décidé de s'attaquer à un autre défi, à la fois personnel et universel, en devenant l'un des visages du MeToo de la restauration. Elle qui avait tant à perdre en s'exprimant publiquement. Avec son association Respecte ta cuisine et son label Marianne de la cuisine inclusive et solidaire, elle veut aller plus loin et faire des chefs les acteurs du changement. Un défi immense, un pari risqué, mais s'il y a bien une femme pour relever ce challenge, c'est Florence Châtelet-Sanchez. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Florence Châtelet-Sanchez dans Girls in Food. Bonjour Florence Châtelet-Sanchez. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Florence, donc Châtelet-Sanchez. Avec ce mot, on comprend bien que je suis de culture française et espagnole. J'ai vécu en France et en Espagne, mais aussi beaucoup en Asie. Et depuis 12 ans, j'ai décidé de quitter le monde de la finance éthique aussi en particulier, pour me consacrer à une autre cause qui est celle de défendre le haut artisanat agricole à travers une maison qui s'appelle la Maison DSA. Ça fait donc 12 ans maintenant, et voilà. On va revenir un petit peu en arrière dans ton enfance. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la cuisine et de la place qu'elle occupait dans ta famille ? Énorme. Je pense qu'on ne parlait que de nourriture, du matin au soir. On s'engueulait autour de la nourriture. On s'aimait aussi on se disait des mots d'amour à travers la nourriture, puisque mes parents sont nés en 1942, ils m'ont eu tard, à 40 ans, donc ce sont des enfants qui sont nés aussi pendant la guerre, et donc il y avait beaucoup de pudeur et pour parler de leurs émotions, donc les sentiments tout se passait, le dialogue se passait, les sentiments passaient à travers la nourriture. On se disait qu'on s'aimait à travers la nourriture. Et est-ce qu'il y avait un plat de fête particulier, un plat du dimanche ? Alors oui, c'est vrai que mon père était du matin au soir, le week-end en cuisine, hein. Il adorait ça, c'était sa façon à lui de nous dire qu'il nous aimait justement, puisque la semaine, il travaillait comme tout le monde. Et le repas était souvent autour de recettes libanaises, parce que mon père a appris la cuisine avec sa maman et sa tante libanaise, puisque mon père est donc un franco-libanais, et mon grand-père, donc français, fait partie des officiers qui ont installé le protectorat français au Liban après le traité de Versailles en 1920. D'accord. Donc des origines entre le Liban, l'Espagne et la France. Exact, donc quand même méditerranéenne. Tout à fait. Toujours dans ton enfance, est-ce qu'il y a un métier qui te faisait rêver ? Ah non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. Ça va être intéressant de savoir comment tu as commencé justement cette carrière dans la finance. Mais avant ça, est-ce que tu te souviens de ton premier job ? Alors ça peut être un job étudiant, premier job qui t'évalue un chèque, ou un petit salaire. Je peux ne que m'en souvenir, puisque maman parlant assez mal le français, je devais m'occuper de toutes les affaires administratives. Donc ma mère me donnait un petit salaire et je m'occupais de faire son travail. Ensuite, je me suis occupée de garder des enfants.
Et donc dès l'âge de 13 ans, j'ai travaillé et les week-ends et pendant les vacances. D'accord. Alors on va revenir sur ton parcours. Comment est-ce que tu as choisi tes études avant d'arriver donc dans la finance éthique? J'ai toujours été... je me suis toujours sentie une... En fait, tout au début, c'est faux en fait. Quand j'étais jeune, je voulais être bonne sœur. Donc c'était peut-être pas un métier, mais une vocation. Donc c'est la raison pour laquelle la réponse m'est pas venue tout de suite à l'esprit. Je voulais être bonne sœur parce que, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport à la nature, à la vie très particulier, et j'avais besoin de mettre ma vie au service des autres. Donc tout naturellement, quand est arrivée l'adolescence, eh bien, j'ai décidé de faire des études de sciences politiques et j'ai fait Sciences Po Paris, en passant par la voie classique française, Hippocagne, etc. Enfin, prépa Sciences Po, puis une prépéna. Et donc, j'étais partie pour faire une carrière dans la politique. Mais à mon époque, les femmes et les jeunes, c'était plutôt pas une force, c'était plutôt un handicap. Et la raison pour laquelle je suis très vite partie dans la finance, c'est que je voulais que mes actions soient efficaces et efficientes. Et je voulais pas simplement me tenir à des discours magnifiques, mais qui restent sans lendemain. Tu n'as pas vu dans la politique, si je comprends bien, un moyen d'avoir une action sur les choses, c'est ça ? Non, j'ai effectivement, et comme disait Claude Witz, il disait la politique c'est l'art de faire la guerre par d'autres moyens. Eh bien, j'ai vu dans la finance l'art de faire de la politique par d'autres moyens. Et donc, c'était le début des fonds éthiques qui arrivaient des États-Unis. À cette époque, j'étais encore à Sciences Po et je lisais le journal, le Herald Tribune, qui était gratuit. Et je me suis dit, faut peut-être... c'était aussi le début de la microfinance, avec un fonds qui avait été initié, une initiative de Jacques Attali, qui s'appelait Planète Finance à l'époque. Et ça m'a donné l'idée de plutôt engager mon action vers politique, enfin on dira plutôt un impact sociétal, on dirait aujourd'hui, à travers des fonds éthiques. Donc je suis partie assez rapidement après en Suisse, à Genève, car c'était un peu le hub, le lieu où se trouvaient toutes les ONG et les principaux fonds de microfinance. Et là j'ai rencontré... non seulement des gens absolument incroyables, des banquiers éthiques, une approche du capitalisme justement éthique, mais qui est en lien d'ailleurs avec ma philosophie politique. Mais également aussi autre chose, c'est une agriculture saine, des gens qui vivent à côté des paysans, une société qui protège ses paysans et ses savoir-faire artisanaux. C'est un pays où Là, tu parles de la Suisse. De la Suisse, okay. Quand je suis arrivée, j'avais 25 ans. Et je me souviens qu'on allait dans les supermarchés et 80% des produits étaient des produits locaux, produits par les paysans locaux. D'accord, ok. Et j'ai trouvé ce modèle absolument vertueux. Et moi qui viens d'une famille de paysans espagnols, et puis parce que mes parents m'ont toujours sensibilisée à l'artisanat agricole, à la cause agricole, je trouvais qu'il y avait là un système politique vertueux qui protégeait les paysans et qui permettait finalement de nourrir un pays de manière saine. Voilà. Ok. Et ça super m'a... intéressant. Oui, parce que c'est de là qu'a commencé, je pense, ma première réflexion autour de la défense de l'artisanat agricole. Ok. Et tu y as passé combien de temps dans la finance ? Écoute, j'y ai passé 8 ans. C'est pas mal, hein ? Ouais. Est-ce que ce que tu as appris à l'époque, au-delà de ce que tu as découvert en Suisse, cette proximité entre la vie agricole et finalement et la vie est-ce que il y a des choses, des enseignements que tu as tirés de ces années dans la finance qui te sont aujourd'hui encore utiles, que ce soit dans ton entreprise ou... Oui, plusieurs choses. La première, c'est... je sais pas, ça va faire sourire les Français, mais le pragmatisme. Okay. C'est en fait ce qui m'a permis d'avoir de bons résultats dans la finance. C'était en pleine crise du subprime, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Je suis arrivée en 2006, je gérais des fonds à Genève en 2006, et j'ai commencé avec des fonds d'abord fixed income, crédit, donc des fonds de taux d'intérêt, excusez-moi en français. Et à cette époque-là, c'était...
mes patrons voulaient absolument me faire acheter des produits titrisés pour améliorer le rendement de mes fonds. Et moi, je voulais absolument pas parce que je ne comprenais pas ces produits-là. Ou plutôt, je les comprenais un peu. Parce que dans un stage précédent, j'avais vu comment les choses étaient construites. Et en fait, un certain nombre de personnes avec qui j'ai travaillé dans ces fonds et dans la banque m'ont plutôt soutenue en disant « Écoute, tu as raison, faut être pragmatique. Quand on ne comprend pas, on n'achète pas. » Et donc, ça m'a permis de décoller, d'avoir des super performances. Et d'ensuite, grâce à cette légitimité, eh bien, j'ai pu engager un fonds éthique pour BNP Paribas niveau monde, pour la banque privée de Monde. Et ça a été le début voilà, d'une prise de conscience qu'on pouvait faire changer les choses avec l'argent et que j'étais dans le bon endroit pour faire les choses. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est aussi intéressant cette capacité à résister à la pression parce que tu étais assez jeune. Oui, il n'y avait pas de femmes aussi et j'avais que des hommes qui me disaient de faire ceci et cela. Oui, alors effectivement, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais à l'époque, c'était plutôt un problème. Hein. Il fallait redoubler d'efforts. En plus, j'étais jeune, donc on me demandait très souvent dans les roadshows si j'étais la stagiaire. Je disais non, je suis gérante de fonds. C'était pas évident, effectivement. Il fallait s'imposer, faire plus que les autres. Et puis pour après recevoir des réflexions du style pourquoi te justifies-tu, etc. Mais bon, ça, c'est une époque que beaucoup de femmes ont connue. Ouais. Alors donc, après 8 ans dans la finance, tu t'es orientée vers un domaine qui est tout autre, qui est la gastronomie. Alors, comment est-ce que tu fais une transition entre ce que tu fais aujourd'hui, même si voilà, ton activité actuelle, elle est en évolution aussi ces dernières années. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Parce que ça semble un grand écart sur le papier. Oui, ça semble, et en fait, en même temps, non. Tout à l'heure, tu m'as posé la question qu'est-ce que j'ai retenu de ces années dans la finance ? Alors évidemment, le pragmatisme, mais l'autre chose aussi qui m'a servi après, c'est mon côté disruptif. Je sais que c'est un mot un peu à la mode aujourd'hui, mais j'ai toujours été un peu disruptive. Et à l'époque, dans la finance, la manière dont j'avais voulu monter mon fonds éthique, il était complètement disruptif. Et c'était trop tôt, en fait. Donc j'ai dû quitter aussi la banque pour ça, parce que je n'arrivais pas à conduire un investissement avec un impact sociétal fort. Et pour moi, ça restait encore un peu trop léger, quoi, light. D'accord. Et ce côté disruptif m'a servi parce qu'on va le retrouver après dans la manière dont j'ai travaillé les produits pour les chefs étoilés, mais pas que d'ailleurs. Bien que j'ai commencé avec les chefs étoilés. Et la raison et la transition s'est faite assez naturellement parce que n'arrivant pas à convertir mes patrons à cette forme d'investissement sociétal que j'avais en tête, j'ai cherché autour de moi des investisseurs pour rejoindre une idée simple. C'était d'investir dans un fonds qui finance la conversion des paysans du conventionnel à l'agriculture raisonnée, en partant du principe que mon investisseur allait gagner de l'argent à long terme, car produire un produit, je dirais, labellisé bio ou avec une valeur ajoutée agricole plus élevée, il allait avoir un rendement. Et surtout, ça permettait de répondre aussi à un autre défi des producteurs, des paysans européens, aujourd'hui, je pense surtout à eux, qui sont surendettés. Parce qu'on a mis en place un système que l'on connaît tous, la PAC, qui a endetté les producteurs et qui les ont mis dans un système qui est complètement qui est vicieux et dont il est difficile de se départir. Parce que si vous allez... Moi, par exemple, je suis paysan demain, je veux aller faire du céréal biologique et je fais actuellement du navet conventionnel. Je vais aller voir mon banquier, il va me dire, pour avoir été du côté de la banque, je sais comment va répondre le banquier, il va lui dire, écoutez, déjà, vous n'avez pas de revenus, ou très peu, vous avez un endettement très élevé parce que vous avez dû payer vos engrais, vos machines, etc. Ouais. Donc, comment allez-vous payer les rendements, la dette, ce qu'on appelle le principal et les intérêts, si déjà vous n'arrivez pas à vivre de votre production actuelle.
Et puis, donc c'est pas possible. Après, on arrive dans ce qu'on appelle le surendettement. Un peu comme d'ailleurs la microfinance. C'est pour ça que j'avais arrêté, j'ai très vite arrêté ce type d'investissement parce que très vite, malheureusement, le système capitaliste a repris ce mécanisme pour aller vendre des télévisions dans les pays développés, sous-développés, enfin en voie de développement, pardon. Et donc, le système a été vicié. Et là, je pense que ce que j'ai essayé de faire à travers ce fonds, c'était d'essayer de trouver une manière d'aider les paysans européens à sortir du surendettement et les aider à passer à la culture conventionnelle, sortir de la culture conventionnelle. Par ailleurs, j'ajoute que, je ne sais pas actuellement, mais jusqu'à encore une période très récente, les fonds européens qui étaient alloués pour les paysans justement désireux de passer en biologique. Ouais. Donc ces fonds-là subissaient des retards de 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'un paysan qui veut s'investir dans le biologique, il avait 3 à 4 fois plus de temps pour recevoir ses fonds qu'un paysan conventionnel. Donc, tout ça faisant, à mon époque, il y a 12 ans en arrière, il était difficile de trouver par la voie publique des solutions pour favoriser le développement de la culture biologique et raisonner. Et donc, j'ai trouvé à travers ce fonds une solution. Donc, je suis allée voir mes investisseurs. Je leur ai proposé d'investir dans ce projet-là. Et c'était l'époque où Google et Facebook arrivaient en bourse. Et donc, je n'ai pas trouvé, malheureusement, d'intérêt de leur part. Et donc, je me suis dit, je vais prendre l'argent que j'ai gagné. Puis moi, je vais commencer avec un paysan, puis un deuxième. Et aujourd'hui, j'en ai 16. En fait, tu es sortie du système parce que tu t'es un peu heurté à un mur. Exact. Et donc, tu as décidé de monter ton propre système. Oui, et puis c'était un peu disruptif aussi, quelque part, parce que dans la finance de l'époque, on investissait dans la tech et on ne voyait pas la culture raisonnée ou biologique comme un secteur d'avenir. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque tarte à la crème. La biotech, c'est à le vent en poupe. Auprès des financiers, et tant mieux d'ailleurs. Ouais, donc c'est presque une question de timing et d'être un peu trop en avance. En avance, exact. Ok. Alors tu te lances. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu t'es lancée ? Concrètement, ta première action, qu'est-ce que tu as fait ? Concrètement, je me suis posé la question, comment peut-on mieux manger en France, en Europe, et protéger nos paysans ? C'était vraiment ma première question. Donc, comme tout le monde, je suis arrivée à la réponse enlever des intermédiaires, faire en sorte que le paysan et le consommateur final puissent se parler, échanger, et trouver des modes de rémunération plus justes pour les paysans. Mais pour moi, il n'y avait pas simplement une réflexion autour de la valeur économique des produits, mais aussi la valeur sociétale. Et c'est très vite que je me suis dit, il faut que j'aille trouver des paysans qui sont sur des niches artisanales, parce que c'est souvent les plus coûteuses. C'est comme, je pense toujours à Chanel et Hermès qui ont racheté des ateliers qui étaient en faillite, parce que les artisanats anciens, c'est des choses qui prennent du temps, et le temps, c'est ce qui coûte de l'argent. Donc, il se trouve que dans l'agriculture, c'est la même chose. Je pourrais vous citer des agriculteurs avec qui je travaille, que je soutiens, des producteurs, dont le modèle économique est complètement en décalage avec la demande actuelle. Donc, pour arriver à faire en sorte que ces producteurs puissent continuer à vivre de leur travail et recevoir une rémunération juste, j'ai trouvé en premier lieu comme output, donc comme solution, la gastronomie, puisque je me suis dit c'est les premiers clients qui vont être en mesure de valoriser le travail de l'artisan producteur qui fait un travail de haute valeur ajoutée. Et donc, non seulement j'ai procédé de cette manière-là, mais en plus, très vite, ce que j'ai proposé au chef, c'était de déplacer la création culinaire de la cuisine à la terre. Et c'est comme cela que j'ai commencé à créer des produits et qu'on m'a très vite appelé le petit atelier de haute couture des grandes tables étoilées. Parce que j'ai essayé de reprendre exactement la même philosophie, la même approche de business qu'une marque de haute couture. Prenons Chanel ou peu importe. C'est la même chose, c'est-à-dire que pour faire valoir ces artisans et les sauver, il faut leur faire travailler à façon pour des clients. Et en l'occurrence, ceux qui peuvent se payer ça, ce sont les chefs étoilés. Donc voilà comment Maison d'Essa a commencé. Je trouve ça hyper intéressant, le parallèle entre effectivement l'artisanat d'art dans la haute couture et le travail de ces artisans,
parce que ça permet aussi de sauvegarder des savoir-faire, des méthodes de travail qui sinon péricliteraient, se perdraient définitivement. Oui, et puis comme je disais à l'époque, je le dis d'ailleurs encore, pourquoi je parle à l'époque, j'ai toujours eu j'avais aussi une galerie d'art quand j'étais jeune, et quand j'ai quitté la finance, la plupart de mes amis me connaissaient comme banquière et puis art dealer. Et quand ils me croisaient dans la rue, ils me disaient « Tu fais quoi ?» Je dis « Je vends du jambon. » Et là, voilà, même réaction que toi, ils se mettent à rire. Et je les regarde dans les yeux, je leur dis « Mais en fait, si je vendais du vin, tu me considérerais mieux, c'est ça ?» Ouais, c'est ça. Et j'ai perdu tous mes amis. Enfin, c'était plus des amis finalement. Aujourd'hui, je sais que c'est plus des amis, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même un problème, un malaise dans notre société. Pourquoi un paysan qui fabrique un anchois, une sardine, un jambon serait-il moins noble? Voilà, son travail serait moins noble. De hiérarchie. Voilà, une hiérarchie. Et donc, je me suis dit, il faut travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on comprend pas trop ma marque, on pourrait penser que je suis dans une forme de snobisme parce que je travaille avec les chefs étoilés, j'ai des produits chers. Mais en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt au contraire d'anoblir des métiers pour les rendre attractifs et pas uniquement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. Je pense que nos paysans, ils ont besoin de se sentir aimés et valorisés. Il faut valoriser nos paysans si on veut sauver notre agriculture et nos patrimoines. Bien sûr. Si on revient sur ton cœur de métier, parce que parfois, en préparant l'interview, je me suis rendu compte qu'on simplifiait ça en sourcing, mais c'est pas vraiment, c'est pas ça. J'ai fait faillite 2 fois, donc je peux te dire si c'était que du sourcing, c'est ça. C'est parce que au-delà de trouver les produits, des produits d'exception, tu les affines, tu en crées. Ce que je source, je vais te répondre. En réalité, ce que je source, ce sont les producteurs. Et lorsque je rentre en résonance avec leur approche du produit, avec leur savoir-faire, à ce moment-là, je leur propose un cahier des charges qui m'est propre. Et ce cahier des charges, je vais l'inventer, je vais le créer à partir de voyages, de rencontres. Alors, ça peut être avec des chefs, avec d'autres producteurs aux 4 coins du monde. Il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en Asie, en particulier au Japon et à Hong Kong. Et m'est venu très vite à l'esprit pourquoi finalement un producteur de sardines au Japon ne parle pas à un producteur de sardines, un conserveur de sardines au Pays Basque en France, ou pourquoi celui qui fume l'anguille au Japon ne parle pas avec le même artisan en France ou en Espagne, en Italie, peu importe, même dans les pays du Nord. Et donc m'est venue cette idée de créer un melting pot, d'une certaine manière, de tous les artisanats de la fermentation que j'ai pu rencontrer dans le monde, et de les faire parler ensemble. Et je me suis dit, c'est peut-être là une manière de valoriser aussi non seulement le travail, l'artisanat agricole, mais aussi d'apporter une autre dimension au produit pour le client final, c'est-à-dire une manière de rentrer dans sa complexité par le goût. C'est ce que j'appelle l'essentialité. C'est-à-dire que l'essentialité, c'est sortir de cette cuisine moléculaire, intellectuelle, où le waouh vient de la chimie, le waouh vient de choses qu'on ajoute au produit, à donc ce que moi j'appelle l'essentialité, c'est-à-dire une cuisine qui va être basée sur l'intuition, dans l'intime du produit, qui va lui laisser le temps de s'exprimer dans la longueur et de découvrir justement une complexité de goût qu'on connaît pas forcément, qu'on connaît pas forcément, mais aussi ses textures, pas uniquement son goût, aussi ses textures. Et c'est là où je joue avec tous ces artisans de la fermentation pour combiner ensemble des nouvelles techniques. Et c'est comme ça que ces chefs certains de ces chefs dans le monde ont été ravis de découvrir mon anchois ou cette sardine avec un croquant particulier, ou alors c'est mes anchois qui sont affinés 2 ans, dont typiquement prenons l'exemple de l'anchois.
Donc, il y a une fabrique en Espagne, à Santoña, qui est très connue parce que c'est le port où l'on pêche les meilleurs anchois du monde. Et là, il vient toute une chaîne d'artisans. Donc, d'abord celui qui pêche, qui va traiter le poisson déjà dans le bateau. Et ensuite, tout le travail de lavage, équeutage, éteutage et désarrêtage à la pince à épiler de chacun de ces filets. Puis ensuite, un travail de saumure, puis un travail Voilà, et tout ce travail-là, eh bien, moi j'arrive et je lui dis, attends, si on change le complexe hygrométrique, on y apporte ceci et cela, on le laisse tant de temps au séchage, pour prendre un exemple sans entrer dans les détails, mais on va arriver peut-être à une texture beaucoup plus beurrée, on va arriver sur des notes de noix, et combien de chefs m'ont dit ces dernières années, ou même des amis, ah, je détestais l'anchois et maintenant j'adore ça. Et là, pour moi, j'ai gagné en fait mon pari. Mon pari, c'est que non seulement là, cet artisan continue à le travailler comme ça se faisait pendant des années, en donnant du temps au produit, de construire sa complexité hygrométrique et sa complexité aromatique, mais également de donner à des gens qui refusaient l'anchois ou le détestaient, leur donner cette chance de redécouvrir ce produit magnifique. Et je veux juste finir avec cette idée aussi que lorsque j'ai commencé la restauration étoilée, je suis arrivée avec un anchois et une sardine dans les palaces. Et au départ, j'ai plutôt reçu une fin de non-recevoir. Le premier qui a un peu compris ma démarche a été un Ducasse, à travers le chef Christophe Saint-Agne et surtout Romain Médère ensuite, et qui a compris que la noblesse d'un produit, c'est pas un caviar, une turbo, etc. C'est le temps qu'on va lui consacrer. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai eu après des chefs qui m'ont fait rentrer vraiment dans l'intimité de leur cuisine, l'intimité de leur construction culinaire. Et c'est là qu'après, je dirais, mes réflexions, mes inventions, mes créations n'ont plus été le fruit de rencontres avec des producteurs uniquement ou de moi en mangeant à table, mais d'échanges avec ces chefs. D'accord. Et là, on comprend que le temps pour fabriquer ou transformer le produit peut être très long, mais le temps pour arriver à cette méthodologie, il faut faire énormément d'essais, je suppose. Ça peut prendre aussi des mois ou voire des plus. Années. Des années. Et c'est un risque industriel qui est immense. C'est pour ça que je t'ai dit, Adeline, au départ, moi j'ai fait faillite déjà 2 fois. Et c'est les chefs qui m'ont remonté en disant, on va continuer à t'acheter des produits, on t'aide, on te lâche pas. Et cette solidarité, je l'ai reçue comme un cadeau du ciel, parce que moi dans ma vie jamais on m'a fait de cadeau, surtout en tant que femme. C'est plutôt été l'inverse. C'est la première fois que j'ai reçu autant de soutien. Et voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime ce métier, j'aime la cuisine, parce que c'est un métier dur, mais c'est un métier solidaire. Les gens s'entraident et voilà. J'aimerais bien revenir, puisque tu en parles, et si tu es d'accord, sur justement ces faillites. Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Par contre, on aime essentiellement les success stories et on parle plus rarement des échecs ou des choses qui n'ont pas marché. On voit dans ton cas que tu as réussi à te relever et à reconstruire. Quelle clé tu pourrais donner à des entrepreneurs qui écoutent et qui seraient intéressés par ce point-là, qui est le point de l'échec. Et l'échec n'est pas toujours un point final et définitif à l'aventure entrepreneuriale. Tout d'abord, ce que je veux dire comme message, c'est qu'il faut arrêter en France de ne pas parler de l'échec. Parce que pour moi, une personne qui ne parle pas de l'échec, c'est une personne qui ne réussira jamais. Je ne connais pas un entrepreneur successful qui n'ait pas connu l'échec. Ça fait partie du processus pour s'améliorer. C'est presque initiatique. On tombe et on se relève. Et heureusement qu'on tombe pour savoir justement comment se relever et pas retomber. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai fait faillite, c'est aussi parce que ce sont, comme je vous l'ai dit, toute la difficulté de ces produits-là, c'est le coût de la fabrication. Et comme je ne suis pas biologiste scientifique ou que sais-je encore, j'y suis allée par l'expérimentation, j'y suis allée par ma sensibilité, j'y suis allée par la non-connaissance en quelque sorte. Alors évidemment, je connais un petit peu maintenant mon métier, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça m'a desservi parce que on fait beaucoup d'erreurs, on perd de l'argent. Mon vinaigre, j'ai mis 3 ans avant de le mettre en route, etc. Mais en même temps,
c'est une force parce que ça apprend le lâcher prise, ça apprend l'humilité aussi. Et puis lorsqu'on se plante, le producteur aussi, c'est le premier aussi à vous aider. Il voit que vous êtes dans la même pénibilité en quelque sorte de travail que lui, et là il vous donne le meilleur de lui. Et je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est ce qu'il faut dire aux entrepreneurs, c'est de jamais rien lâcher. En fait, quand on sent qu'on est dans le juste, c'est quelque chose qui nous transcende, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer. J'aimerais bien revenir aussi sur comment on rentre dans ce milieu de la haute gastronomie, parce que tu l'as dit, tu n'es pas issu de ce milieu-là. Tu es venu avec des produits considérés comme pas nobles dans ce milieu-là, donc c'était pas forcément facile, on t'attendait pas avec les bras ouverts. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi finalement à percer, à convaincre un premier chef raconte-nous un peu cette partie-là. Ça a été très dur. Faut être tout à fait honnête. Au départ, je ne connaissais personne, donc ça a été un chef puis un autre. Ça a été que du bouche à oreille. Ça a été des testings à 5h30 du matin. Ça a été beaucoup de... comment dirais-je, des chefs qui me passaient des commandes un 31 décembre pour être livrés le 1er janvier, qui me testaient en fait, tout simplement. Et puis voilà, c'est la résilience. C'est la résilience. C'est pour ça que je connais bien les codes de la cuisine aujourd'hui, parce que voilà, c'est un parcours difficile et j'ai passé ces étapes. Je suis toujours là. Je me souviens une fois, Père Gagnard voulait son jambon de pâte à negra pour partir en vacances avec son jambon, je sais pas où. Thierry Méchineau m'appelle, Florence, il est en catastrophe, il me faut ça pour demain. J'avais pas de stock parce qu'à l'époque, j'avais pas encore les moyens de me payer des grands entrepôts. Je prends un avion, je pars à Madrid, je récupère mon jambon dans un de mes entrepôts tampons et j'arrive le soir et voilà, et donc le chef n'a rien vu. Donc voilà, des choses comme ça m'est arrivé des milliers de fois. Je pense que le fait de cette fidélité et cette résilience, cette capacité à toujours être là, d'avoir un produit de qualité, d'être constant dans la qualité. Je pense que ça a été pour moi et ça a été ma force pour réussir dans ce milieu-là. L'autre chose, c'est que lorsque je suis arrivée à Paris, au début, j'ai eu 2-3 amis qui m'ont donné un coup de main. Je pense notamment à Alexandre Bader, à Bruno Verjus, à Xavier Dupuis, qui est de la Cornue. Voilà, ce sont les premières personnes qui m'ont donné un premier coup de main avec beaucoup de générosité. Et voilà. Et après, c'est le travail. Ok. Je crois que c'est surtout le travail aussi qui fait la différence. Alors là, forcément, on t'entend parler de tes produits avec passion, on a envie de les goûter. Comment est-ce que quelqu'un qui ne fait pas partie de la haute gastronomie, justement, qui n'est pas un grand chef, peut goûter tes produits malgré tout? Est-ce qu'à un moment, tu envisages d'avoir un circuit de distribution pour le grand public? Enfin, comment ça se passe? Ou comment ça pourrait se passer? C'est encore une question que je me pose aujourd'hui. J'ai pas encore tout à fait défini la manière dont j'allais pouvoir vendre à des particuliers. Je pense que je vais prendre un lieu à Paris, puis ensuite ailleurs et dans d'autres villes en France, et faire des dîners privés, des testings, des apéros. Parce que je pense que ces produits-là, on ne peut pas les appréhender avec un libre service et un joli packaging. C'est une affaire très personnelle. Et c'est des produits... moi, j'ai même toujours du mal à parler de produits parce que c'est du vivant. C'est du vivant. Il y a une énergie dans le produit. Donc. Et donc, il se passe beaucoup de choses au moment où on fait déguster à une personne. Est-ce qu'elle est dans la bonne disposition d'esprit pour le goûter? Est-ce qu'elle arrive avec ses a priori? Est-ce qu'elle le goûte à la bonne température? Et à chaque fois, il se passe un moment magique. Maintenant, j'ai ouvert une boutique, mais en Suisse. J'ai commencé avec cette première boutique en Suisse il y a 2 mois. Et je suis émerveillée par la réaction des particuliers.
ça se passe toujours super bien, mais parce que voilà, on donne ce temps, on donne aussi un peu notre passion. Vous transmettez en fait. On transmet et puis on donne aussi beaucoup de conseils à la dégustation. Et en fait, on s'aperçoit que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est une génération que j'appelle la génération frigo. C'est-à-dire qu'on prend un produit, on ouvre la porte du frigo, on prend le produit, on le mange. Tandis que des produits de fermentation lente, comme je les produis, ce sont des aliments qui nécessitent un temps aussi de dégustation. De la même manière qu'ils demandent un temps de culture et un temps de maturation, ces produits demandent un temps de dégustation. Et on revient à ce problème de la noblesse du produit. Voilà. Et pour chacun d'entre nous, il paraît évident de sentir et de goûter, de toucher, de sentir le produit, le vin, de voir s'il est à la bonne température avant de le déguster, tandis qu'il vient à personne de penser si la sardine ou l'anchois en question, il est à bonne température et est-ce qu'il a été bien tranché pour le déguster. Donc nous, ce que l'on apporte comme conseil, toujours, c'est quel couteau, à quelle température, et des éléments très simples pour comment le conserver aussi. Et donc ça, c'est un premier point, c'est qu'il faut rééduquer les gens aux produits fermentés. Et puis l'autre chose importante, c'est que un produit fermenté, c'est un produit, en tout cas nous tel que l'on le fabrique, c'est un produit vivant, c'est-à-dire que c'est pas pasteurisé, c'est un produit qui continue à évoluer dans le temps, et donc il faut aussi sortir d'un autre a priori que l'on a, que chaque produit doit être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est aussi, nous, la génération de la nourriture standardisée, industrialisée, où on a des stabilisateurs qui s'appellent des conservateurs, des additifs, des éhausteurs de goût. Le pire d'entre eux, le glutamate de sodium que je déteste. Et donc avec tout ça, on est habitué à deux choses, à un goût uniforme mais stable. Et la deuxième chose, on est habitué à avoir un goût puissant, immédiat, un goût immédiat. L'immédiateté, alors que nos produits s'apprennent complètement à l'opposé, à l'inverse de ça. Quand on mange une sardine de Maison DSA, d'abord on a une texture en bouche et on n'a pas forcément de goût. Le goût vraiment intervient en milieu de bouche et en fin de bouche. Et par contre, il y a une persistance absolument incroyable. Donc on n'est pas dans l'immédiateté, on est dans le désir. On attend, on veut aussi que le produit s'aborde par sa sensualité. Alors pareil, ça peut faire sourire tout ça, mais pour moi c'est vraiment important parce que c'est peut-être aussi ce que j'ai appris du Japon, c'est la cuisine texturée. Parce que quand on apprend le produit par sa texture, on est obligé de mâcher, et donc la mâche apporte l'attente. Il y a cette notion d'attente, et dans l'attente, il y a le désir. Et en plus, il y a, d'un point de vue physiologique, quelque chose qui est très important pour la santé, c'est mâcher. Donc ça veut dire mieux digérer. Ça peut paraître bête, mais c'est quand même hyper important. Donc ça, c'est tous ces processus-là, on est obligé de réapprendre aux gens à les réintégrer dans leur nourriture. Et alors, heureusement, le monde du vin nature nous a beaucoup aidés à préparer les gens à ça. Parce que le vin nature, c'est pareil, on doit appréhender le vin, 3 bouteilles du même encaveur, du même producteur, ça va peut-être pas être les mêmes vins. Et il faut se féliciter de ça. Il faut se féliciter de cette non-régularité quelque part. Cette non-standardisation. Voilà, et donc je pense que le travail est encore plus important pour des Français, parce que nous on est très rationaliste, on aime les choses carrées, on appréhende le goût. Je trouve qu'on intellectualise trop les goûts en France, et on a tendance à vouloir mettre toujours les choses dans des boîtes. Alors ce vin-là, il doit être ceci, il doit être cela. Et puis surtout, ce que je trouve génial avec la cuisine fermentée, c'est que et donc les produits fermentés, c'est qu'il y a aussi cette notion de spontanéité, c'est-à-dire lâcher prise. Et là, on en parle dans le yoga. Alors, on voit des gens faire du yoga, mais par contre, après, sortir des très grandes constructions intellectuelles sur tel produit qu'ils ont mangé dans tel restaurant. Et en fait, non, le produit fermenté, il amène aussi à cette philosophie de la cuisine et de l'acte de manger qui doit être une philosophie du sensible et de la spontanéité. Et quand on apporte, du lâcher prise. Et donc quand on lâche prise, alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui rêve, mais je trouve que le produit, il s'ouvre davantage. Je trouve une palette aromatique qui s'ouvre davantage. Dès lors que je fais goûter un produit à quelqu'un qui est dans ce lâcher prise et dans l'attente, le désir et le non a priori, eh bien, moi-même quand je le goûte avec cette personne, je trouve une palette aromatique plus complexe. Voilà, donc...
En gros, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je m'interdis aujourd'hui que mes produits soient vendus dans des réseaux de distribution autres que ma boutique ou mon réseau internet. Parce que quand les gens achètent chez moi par internet, en ligne, eh bien, on les appelle, on leur explique. Maintenant, on commence à faire des tutos aussi. Vidéo sur Instagram, mais voilà. Oui, parce qu'il y a une transmission de savoir-faire qui accompagne le produit. Ouais, et pour nous, ce qui est encore plus important que le client, c'est notre produit en fait. On aime trop nos bébés, on n'a pas envie qu'ils soient abandonnés comme ça. Oui, quand tu vas passer des mois ou des années à les faire. Voilà, exactement. Avant qu'ils c'est un acte soient d'amour, prêts. c'est l'acte d'amour du producteur, c'est l'acte. Et je pense aussi récemment à une cliente dans ma boutique en Suisse qui m'a dit mais pourquoi vos produits sont si peu chers ? Alors je lui ai dit, mais ça m'arrive aussi avec des chefs étoilés qui m'ont dit mais tes produits sont beaucoup trop abordables parce qu'ils voient bien la valeur. Et puis je leur dis mais en fait on est dans une espèce de chaîne d'amour et à partir du moment où le producteur gagne sa vie et fabrique son produit avec amour à prix juste et que tout le monde travaille et gagne sa vie à prix juste, il est hors de question qu'on ne respecte pas le client. Et puis parce que je suis en Suisse ou parce que toi tu as les moyens, alors on va te vendre ça plus cher. Et pense à celui qui, lui, n'a pas les moyens et qui doit pouvoir accéder à ce produit-là. Mais là où je suis d'accord avec Thierry Marx et avec certains nombres de chefs, il faut faire une différence entre la valeur et le prix des choses. Et qu'aujourd'hui, la cuisine low cost, la cuisine du fast-food, pour moi, est un danger. Parce que dans le fast, il y a effectivement le côté on ne prend pas le temps d'apprécier ce produit-là. Et puis quand on mange un produit qui a pris le temps de grandir, de mûrir, il est aussi beaucoup plus riche d'un point de vue nutritionnel. Donc on peut manger moins. Donc peut-être même si ce produit coûte un peu plus cher, au final, on peut manger moins, mieux. Et pour le même prix, puisque voilà. Et on ça, arrive plus vite à satiété si on mange, on le mâche bien, qu'on en profite Exactement. pleinement. Et donc c'est aussi tout ça que je veux aussi apporter dans un deuxième temps dans ma communication auprès des particuliers qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe, c'est de donner aussi des conseils de mieux manger et pas simplement vendre un produit. Il faut comprendre aussi toute la philosophie, comment aider les gens à mieux manger. Donc oui, ta boîte d'anchois va te coûter 2 fois plus cher que celle qui est dans un supermarché low cost. Mais cette boîte d'anchois, il y a moins de sel. Elle va pas te saturer le palais. Elle va te nourrir. Tu auras nourri en plus la planète, ton producteur. Et avec toutes les externalités positives que ça va avoir sur l'économie, la planète et la santé de la personne. Justement, là, on sent bien que chez toi, tout est très réfléchi quand même. J'aimerais bien avoir ton avis sur un point précis. On parle beaucoup de consommation locale, de locavorisme, de circuits courts. On voit que pour toi, le circuit court est important, puisque tu es en direct avec les producteurs. Mais pour autant, certains de tes produits viennent de très loin. Bien sûr. Comment tu analyses... Enfin, quelle est ta position par rapport à ça ? Comment tu t'inscris dans ces mouvances, ces démarches ? Je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de l'extrême, la cuisine globalisée, où on va chercher un citron vert de Lima, à la tomate pas mûre en plein hiver, à passer à un tout autre registre qui est manger absolument labellisé bio, manger absolument locavore, etc. Alors que je crois qu'en vérité, c'est une première forme de réflexion, mais qui n'est pas aboutie. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il y a du mauvais cochon en Ile-de-France, je suis à Paris. Et il peut y avoir les meilleurs cochons du monde ailleurs. Je pense qu'il faut... Ce qui est important, c'est d'avoir une relation étroite entre le producteur et le consommateur. Ça, oui. Et je pense aussi que... je pense que la fermentation, c'est la vraie réponse au bien manger de demain. Plus que le locavore ou la notion de biologique. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous savez, mais plus des 2/3 des semences dans le monde biologiques sont modifiées génétiquement pour faire du biologique rapide. Il faut savoir que la moitié de la production biologique dans le monde, c'est du hors-sol. Donc moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un produit biologique sans pesticides, certes, mais qui n'a pas été nourri par des sols fertiles, qui n'a pas pris le temps de mûrir. Qu'est-ce qu'il va donner en termes de nutriments pour la personne qui va manger ça ? Je ne sais pas. Donc là encore, quand je parle d'intellectualiser la manière dont on mange, de rationaliser notre acte de manger,
c'est ça, si on fait un peu attention à notre intuition, à nos sens, c'est ce que je fais justement avec mes particuliers, avec les clients là, qui viennent en boutique ces 2 derniers mois, je leur dis, mais sentez les produits avant de les manger, touchez avec les mains. Faites conscience à vos sens. Vous avez un chat et un chien, la première chose qu'ils font, ils reniflent les choses. Nous, c'est pareil, on renifle les choses avant de les manger pour savoir si on est tombé malade. Le sens olfactif est très important. En plus, c'est celui qui réveille notre mémoire profonde, c'est celui qui est en connexion, à mon avis, avec toute, même notre âme et nos vies antérieures et futures. Voilà, je pense que l'odorat est très important. D'ailleurs, il est à 80% à l'origine du goût. Donc j'essaie de donner aux gens l'envie de redonner confiance à leur propre sens. Et quand la plupart me disent, oui, c'est vrai, quand je vais au magasin biologique, au supermarché et que j'achète bio, ça n'a pas de goût. Alors qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de sentiment de satiété parce qu'on n'a pas sollicité notre dopamine ou notre sérotonine. Alors on va remanger quelque chose derrière. Donc on revient sur cette notion de quantité plutôt de qualité, etc. Donc, pour venir à la conclusion, à la question, pour moi, la vraie réponse au bien manger, c'est un produit de qualité. Et si ce produit de qualité, parce que la tomate, elle est meilleure, je ne sais pas, sur un sol fertile qui se trouve à Lima, eh bien, on va le conserver et on le fait venir, effectivement, à Paris et on mange cette tomate conservée. Bien heureusement, on en mange en moins Europe, voilà, parce on en qu'elle mange sera moins. meilleure. Et puis en plus, on mange de la tomate qui a été conservée, qui a été récoltée au bon moment, en été, à la fin de l'été, quand elle est bien mûre, elle est bien sucrée, et où elle est riche en nutriments, et là, paf, on la conserve. Donc la fermentation, pour moi, c'est la manière d'aller chercher le meilleur produit au meilleur endroit. En plus, il faut savoir une autre chose très importante, c'est que pour réussir une fermentation, on n'y arrive pas avec un produit dans lequel il y a des pesticides. En fait, un produit de mauvaise qualité va donner en fait, la fermentation rate. D'accord, c'est intéressant. En manière générale. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où quelqu'un va acheter un produit fermenté, il doit savoir que, en principe, il arrive déjà d'une terre riche et d'une culture raisonnée. Donc c'est plutôt un bon signe. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que là, entre la pauvreté des sols, puisqu'on a aussi aujourd'hui un gros problème de sol, on nourrit pas les sols, on va jamais nourrir la planète. Donc la fermentation, c'est une fermentation de qualité, c'est une fermentation qui est issue d'un produit qui a été nourri dans un sol fertile. Donc voilà, on répond à toutes ces problématiques du bien manger, à mon avis, à travers la fermentation. On n'a plus de problème de saisonnalité, d'accord ? On peut manger la tomate quand on veut, donc super. Et ça, c'est important. On peut manger des courgettes, on peut manger des légumes d'été en hiver. On mange mieux, plus riche, puisque le produit fermenté a un bilan nutritionnel bien plus important. Et en plus, on a cette possibilité de manger vite. C'est-à-dire que, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que quand vous prenez une sardine en sashimi de la maison des SA, vous ouvrez votre machin, vous le mettez dans votre assiette, vous mettez un bout de riz ou pas d'ailleurs, et vous le mangez, et c'est fait. Il n'y a pas à cuire le produit, il n'y a pas à le transformer, parce que la transformation, il est déjà abouti. Donc c'est ça qui est super avec la cuisine fermentée, c'est qu'en plus, une cuisine de nomade, on peut se balader avec, on peut prendre son saucisson, sa charcuterie avec soi, ses olives, mais oui, mais c'est ça qui est super, c'est qu'on est des nomades aujourd'hui, et cette cuisine est adaptée. Donc voilà. Il y a un mot qui revient beaucoup dans ce que tu dis, c'est l'intuition, le fait de se reconnecter à son intuition. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui disparaît un peu souvent quand on parle business. J'entends par là que souvent les entrepreneurs benchmarkent beaucoup, se laissent peut-être parfois influencer par les conseils, par ce qu'on leur dit. Comment est-ce que toi, tu arrives à conserver ce lien à ton intuition qui permet finalement aussi d'aboutir à des produits, parce que c'est aussi ce feeling-là qui permet de créer. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs par rapport à ça, aux entrepreneurs food, bien sûr, j'entends. Je pense que je suis la pire personne à qui poser cette question parce que justement, je n'ai jamais suivi aucune tendance. Et que j'ai toujours eu ce problème d'être trop en avance ou pas en tout cas en phase avec mon temps. Puis d'ailleurs, la fermentation, ce qui est génial, c'est que c'est aussi l'autre élément que je trouve hyper important, mais je le dis rarement parce que finalement, c'est intéressant les gens. Mais bon, bref,
c'est que c'est une cuisine quantique. Hein. On mange le temps. On dévore le temps. Et c'est génial. On fait un voyage dans le temps absolument incroyable avec la cuisine fermentée. Et je parle même pas des champignons, c'est encore une autre histoire. Donc ce qui est super, c'est que voilà, effectivement, quand j'ai commencé ces produits fermentés et je suis allée voir ces chefs il y a 10 ans, 12 ans, surtout en France, on m'a regardé avec des yeux en disant, écoute, nous on transforme les produits, nous notre métier c'est de cuire. Et je comprends aussi cette noblesse de la cuisson, je suis pas en train de décrier ça. Mais ce que je trouve magnifique dans la cuisine fermentée, c'est que justement on est dans cette tension entre le cru et le cuit. Et qu'il y a une vraie élégance, une vraie subtilité à arriver à tenir ce point où on garde le vivant, on ne le fiche pas dans quelque chose de cuit. C'est d'ailleurs tout le procédé que j'ai mis en place qui est la slow maturation. Et donc, que te dire, je sais pas, je n'ai jamais réussi à suivre une tendance parce que je pense que les tendances sont faites pour se démoder. Et qu'en fait, il y a 2 manières de gagner de l'argent. Soit on en gagne rapidement, soit on en gagne sur le long terme. Et quand on fait un produit ou quand on a une démarche comme la mienne, c'est une démarche forcément de long terme. Donc la mode ne marchera jamais. Donc il faut aller au bout de son idée. Et il faut effectivement être en phase avec, je dirais pas la mode, mais avec le temps de demain. C'est-à-dire que pour moi, la cuisine fermentée, elle dit beaucoup de la société d'aujourd'hui et de la société que l'on veut demain. Comme disait Bria Savarin, on reconnaît une civilisation à la manière dont elle mange. Et je crois que la cuisine fermentée, d'ailleurs on y vient tous maintenant petit à petit, parce qu'encore une fois, il y a 12 ans, c'était vraiment difficile aujourd'hui, pour moi. Aujourd'hui, ça devient dans la tendance. Voilà, aujourd'hui, je suis dans la tendance, donc c'est assez étrange. Ah oui, en plus, j'ai intégré, ce que je t'ai pas dit, les fermentations japonaises, les ikejime japonais dans mes produits. Donc, en plus, j'ai eu la chance de bénéficier aussi de cette mode, entre guillemets, de la cuisine japonaise récemment. Mais en vérité... pour moi, c'est la seule manière de durer et de ne pas prendre des paris de court terme, c'est d'avoir un business qui parle à l'homme et à la société sur le long terme. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Si. Et en fait, là aujourd'hui, ce que je lis dans la société d'aujourd'hui, en tant qu'ancienne responsable politique aussi, etc., je lis que le monde est en train d'arriver vers une nouvelle civilisation et il va y avoir une fracture importante entre ceux qui revendiquent le post-humanisme, donc les gens de la Silicon Valley, les gens qui veulent faire que l'homme atteigne l'immortalité. C'est une société aussi qui a peur de la mort et du risque, qui veulent se vacciner de tout, qui ne veulent mourir de rien. Et puis il y a une société qui aime des gens qui veulent profondément renouer avec la vie, avec son impermanence, avec sa finitude, avec tous les risques inhérents à la vie. Et aimer la vie pour ça aussi. Et je crois que cette cuisine de la fermentation parle à ces gens-là. D'accord. Parce que c'est une cuisine, encore comme je t'ai dit, qui demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup de sensibilité, beaucoup de l'acceptation que ça se casse la figure, ça revient. Enfin, voilà, René Redzepi l'a dit bien mieux que moi. Il a dit la meilleure des recettes, surtout parce que c'est un grand chef. Je suis pas un grand chef, mais il le dit, la plupart de ses grandes recettes, il les a faites par accident. Et il le dit, il n'a pas de problème à dire. C'est par l'échec, d'ailleurs, souvent on revient à cette notion d'échec, que j'ai réussi mes meilleurs plats. Et je suis sûre qu'il y a plein de chefs aussi qui osent pas le dire, en fait, parce qu'ils veulent pas admettre leur échec, mais ça se passe comme ça. Et donc voilà, je pense qu'il faut parler à l'homme, il faut traverser justement les modes et toucher à ce qui est le plus universel dans l'homme. Et pour moi, voilà, la fermentation est une réponse. Je disais que c'est une cuisine aussi quantique, la fermentation, parce qu'elle parle aussi aux temps anciens. C'est-à-dire qu'à l'opposé du post-humanisme, il y a ces premiers hommes, les premiers hominidés sont devenus
homme. Donc en fait, la civilisation humaine est née de la fermentation. En fait, on le sait pas. Mais vous avez des personnes comme Marie-Claire Frédéric, que j'aime beaucoup, qui a écrit un super bouquin qui s'intitule Mi-cru, mi-cuit sur la fermentation, l'histoire de la fermentation. Alors, elle n'est pas la seule, mais je trouve que voilà, elle a fait un super bouquin qui se lit facilement. Eh bien, on sait aujourd'hui que l'homme a pu grandir grâce à la cuisine cuite, grâce au feu. Parce qu'évidemment, en digérant moins longtemps, l'homme a pu développer ses capacités cognitives, intellectuelles, etc. Mais il faut savoir que l'homme a découvert le feu parce qu'il était déjà un peu plus supérieur aux autres animaux. Et ce, pourquoi ? Parce qu'en fait, les premiers hommes ont découvert des fruits pourris fermentés. Et on a retrouvé grâce aujourd'hui à la luminescence et aux nouvelles technologies de l'archéologie, on a retrouvé en fait de la bière, enfin la fabrication de bière et de pain. Produits fermentés, en fait. Produits fermentés, et on est même arrivé, à certains archéologues même sont prêts à prouver que l'homme ne s'est pas sédentarisé grâce à la culture, mais que la culture est arrivée en fait parce que l'homme cherchait des ferments lactiques, du lait pour faire du pain, etc. Donc en fait, même la sédentarisation serait venue pour faire de la production de lait et faire du pain et faire de la bière. Donc on voit bien que à l'origine de l'homme, de la civilisation, il y a la fermentation. Donc c'est quand même génial de se dire qu'à l'heure où l'homme est en train de perdre son identité d'homme, son identité humaine, comme dirait Edgar Morin, eh bien, il y a une cuisine qui nous rappelle qui on est. Et cette cuisine de la fermentation, c'est la cuisine de notre histoire. C'est la cuisine de notre identité humaine. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a même une démarche ontologique et métaphysique à cette cuisine. Et, voilà. Et je pense qu'on est dans le siècle de la spiritualité, dans le siècle du sacré aussi. Donc cette cuisine doit nous amener à repenser aussi l'homme. Florence, si on repense à ton parcours, donc tu as été dans les différents milieux professionnels dans lesquels tu as évolué, une femme, voilà, dans des milieux très masculins, que ce soit la finance ou la cuisine aujourd'hui. La politique aussi. La politique également, tout à fait. D'habitude, je demande à mes invités qu'est-ce que ça faisait d'être une femme dans le milieu de la gastronomie. Toi, j'ai déjà des pistes de réponses. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus, partager ton histoire, y compris difficile, avec le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes? Tout d'abord, comme beaucoup de femmes de ma génération, donc j'ai 42 ans, je me suis jamais pensée comme une femme dans un milieu d'hommes. Je me suis pensée comme une personne essayant de réussir dans un milieu professionnel. Point. C'est bien après que je sais pas, autour d'une 35-38 ans, j'ai commencé à réaliser que j'étais plutôt un mec sur talons aiguilles et que j'empruntais un vocabulaire, une manière de penser masculine pour réussir dans un monde d'hommes. Et finalement, je pense que c'est à travers la maison DSA, les produits, que j'ai découvert que c'était finalement aussi mon féminin qui m'a permis de développer des choses différentes, d'apporter justement ces produits, comment dirais-je, d'imposer un style différent. Et finalement c'est mon côté féminin qui m'a permis de le faire et non pas juste Florence, Châtelet, voilà. Je sais pas comment expliquer. Pendant très longtemps j'ai été plutôt un garçon manqué. Mon père m'a élevée comme un garçon manqué. Je me suis jamais pensée comme une femme. C'est vraiment parce que il y a eu le mouvement MeToo et comme beaucoup de femmes, j'ai réalisé que finalement cet handicap ou ces problèmes que j'ai dans la vie, ces agressions sexuelles ou harcèlement sexuel, non, finalement c'était une injustice et il n'y avait pas de raison de les subir et que j'avais pas à vivre cet handicap-là. Et c'est aussi cette raison pour laquelle j'ai souhaité à un moment donné prendre la parole pendant le MeToo de la cuisine pour dire que non,
ça suffit. Ouais. Il est hors de question qu'une femme, après moi, doive passer par ça pour réussir. J'ai juste envie que n'importe quelle femme en France puisse réussir par ses talents propres et non pas parce qu'elle a des chaussures comme ça, une jupe trop courte ou qu'elle soit tout simplement une femme. Donc voilà, donc aujourd'hui j'essaie de faire ce qui a été pendant longtemps un handicap, une force. Et justement j'espère t'avoir expliqué à travers Maison DSA, à travers la slow maturation, à travers l'approche assez disruptive d'amener un produit dans une cuisine étoilée, un produit sensible, un produit qui n'a pas été, comment dirais-je, pensé a priori, mais qui arrive avec un résultat a posteriori à un chef, et aussi de convaincre et d'accompagner toute cette cuisine de ces 10 dernières années à plus d'éthique, à une cuisine qui soit plus en rapport avec la nature, les rythmes de la nature, la saisonnalité, amener une cuisine plus nourricière, une cuisine moins intellectualisée, à créer des choses plus organiques, même dresser des paysages plus organiques dans les assiettes. Tout ce travail-là que j'ai fait auprès des chefs, je pense que si j'avais pas été une femme, je sais pas si j'aurais conduit la Maison DSA de la même manière. Et je crois aujourd'hui que finalement c'est une force. Donc justement, tu nous as parlé de ce MeToo de la cuisine, dont tu es finalement en quelque sorte un des visages, puisque voilà, toi-même tu étais victime et tu as parlé, tu as pris la parole pour dénoncer. Aujourd'hui, de cette histoire, de cette agression, tu as fait un combat aussi en créant une association qui s'appelle Respecte ta cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est la première fois que je prends la parole en public, donc à 41 ans finalement. Je ne l'ai pas fait pour ma société, je ne l'ai pas fait pour ma vie, je ne l'ai pas fait même en politique. Je l'ai fait pour dénoncer ces violences en cuisine parce que j'aime la cuisine et que je ne crois pas que ce soit dans le déni qu'on fasse avancer la cuisine, qu'on la transforme et qu'on l'améliore. Moi-même, j'ai été dans le déni de ma propre féminité pendant des années et c'est vraiment depuis que je renoue avec mon féminin que je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même, que je me sens plus épanouie. Évidemment, cette mise en lumière des violences en cuisine, je l'ai faite d'abord pour me rendre justice. Je l'ai faite aussi en déposant plainte parce que j'ai un amour aussi pour mon pays et je pense que la justice en France doit faire son travail et que si aucune femme ne dénonce et ne tisse pas la voie judiciaire, eh bien, on reste dans la dénonciation publique et avec les risques que cela peut amener. On a vu malheureusement un décès et c'est pas là-dessus qu'on doit pas simplement s'attendre à transformer la cuisine en dénonçant les chefs. Donc quand bien même j'ai participé à cette mise en lumière des violences en cuisine, dès le départ dans mon discours, j'ai essayé d'ouvrir le débat pour que l'on réfléchisse tous ensemble à trouver des voies nouvelles, voilà, qui permettent d'intégrer des bonnes pratiques en cuisine. Et puis d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que de manière très pragmatique, lorsque l'article dans Taboola est sorti, j'ai reçu des centaines de messages de chefs masculins qui m'ont soutenue. Et c'est la deuxième fois que j'ai ce moment de solidarité avec tous ces chefs. Et j'ai eu très peur. J'ai réfléchi très longuement avant de parler en public de ce qui m'était arrivé avec le chef Guy Martin. Parce que j'ai tout à perdre en fait. Moi je vends des produits à des chefs, donc j'ai tout à perdre de raconter ça. Surtout que c'est un milieu très solidaire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord fait faillite une fois, une deuxième fois quasiment. Et à chaque fois, ça a été les chefs, ni mes employés, c'était mes chefs qui m'ont aidée. Et là encore, j'ai eu un élan de solidarité absolument incroyable. Je m'y attendais pas, franchement. Je m'attendais à un mutisme. Et tous m'ont dit, comment on peut t'aider, Florence ? On se sent tellement mal, on aimerait changer les choses. Mais la plupart m'ont dit, on sait pas comment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en moi à la fois un moment, je dirais,
je me suis sentie tellement soulagée que ces chefs m'ont cru, parce qu'ils me connaissent aussi. Je suis pas quelqu'un qui me montre beaucoup dans la vie publique, même dans la vie, dans la vie de la gastronomie, du monde de la gastronomie. Je fais pas de soirée, je fais pas de voyage avec eux, etc. J'ai toujours veillé à garder un Chinese wall, de laisser une distance. Donc je me suis posé la question, comment je peux transformer ça en quelque chose de positif, de constructif, et bien sûr les dénonciations étaient importantes, mais comment on peut, avec tous les chefs, construire la cuisine de demain. Donc j'ai réuni un certain nombre d'experts du monde de la cuisine, bien sûr, mais du monde associatif, féministe, d'avocats, vraiment d'experts pluridisciplinaires. Et on a essayé de réfléchir tous ensemble, on a mis 1 an à trouver un modèle qui puisse permettre à chacun, à tous les chefs, restaurateurs, restauratrices, d'intégrer les bonnes pratiques en cuisine. Et comme je dis toujours, on n'est pas bon chef, on le devient. Donc je me suis dit que si l'on devait intégrer un nouveau label au monde de la cuisine, il fallait qu'il soit assorti d'une phase d'accompagnement, d'une formation. Parce qu'en école de cuisine, on apprend à faire la cuisine, on ne nous apprend pas à manager, en particulier en France. On ne nous apprend pas le collectif. Parce que la plupart des chefs aujourd'hui, ce sont des gens qui ont plus de 35 ans, en tout cas les restaurateurs. Donc ça peut être des gérants, ça peut être des chefs de cuisine. En tout cas, ce sont des gens de ma génération et on n'a pas appris ça. On nous a appris à nous challenger, à nous dépasser. On est dans une démarche assez individualiste. Mais on ne nous a pas appris les 4 ingrédients du respect sur lesquels on a posé en fait nos formations, qui sont la prévention bien sûr des violences en tant que telles, l'inclusion, comment favoriser l'inclusion dans une équipe, dans les équipes de cuisine et en salle, comment valoriser le collectif justement pour éviter cette structure pyramidale que l'on a souvent avec ce fameux oui chef. Il faut absolument que ce oui chef devienne un oui d'adhésion et non plus un oui de soumission. Oui. Et ça c'est pas si évident, donc ça s'apprend. Et puis enfin, le bien-être au travail. Je pense que bien sûr, les horaires de cuisine, mais pas seulement. Il y a aujourd'hui plein d'outils qui existent dans le coaching d'entreprise. Je pense aussi dans ce qui relève du collectif. Il y a des coachs de sportifs qui apprennent à des équipes de basket, des équipes de foot, à favoriser, à valoriser le collectif. Donc tous ces éléments-là, je les ai pris, on a pris des briques en fait avec tous ces experts et on a construit une méthode d'apprentissage vraiment unique et novatrice et surtout qui va être personnalisée. Donc ça a été un travail, je dirais, très long, un peu comme les produits d'ailleurs que je fabrique, mais il n'y a que le temps finalement qui fait bien les choses. Et là, on s'est dit, avec cette méthode-là, on va pouvoir changer durablement la cuisine. Pas juste sur des effets médiatiques de dénonciation ou d'un type qui va dire à la télé j'ai fait quelque chose de très bien. Le label va durer 3 ans et la formation va durer entre 3 mois à 12 mois. D'accord. Donc c'est très long et à chaque fois on va remettre des briques de formation. Donc, c'est sur la base d'un audit. Comment est-ce que ça fonctionne ? Voilà, alors en fait ce label en fait il va fonctionner en 3 temps. D'abord il y a une première étape d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va faire un questionnaire confidentiel, donc qui sera attribué à la fois, qui sera fourni aux restaurateurs d'un côté et à leur personnel de l'autre. De cette manière-là, on pourra savoir s'il y a des formes de violence aussi dans la cuisine. Bien c'est sûr. Beaucoup plus simple. En plus, c'est en ligne, il n'y a pas une personne en face, on n'a pas peur. Et on a des contrats qui permettront d'assurer la stricte confidentialité des informations que l'on va recevoir. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir aider les restaurateurs à se situer sur une échelle de performance sociale de 0 à 100. Et aussi à déceler, comme je viens de le dire tout à l'heure, les premières formes d'inégalité ou de violence en cuisine. Donc, ce qui va permettre ensuite, dans un deuxième temps, lorsque le coach va être in situ dans les cuisines, va pouvoir commencer à diriger son coaching, son accompagnement sur telle ou telle personne du personnel, ou même la manière dont il va parler au chef, parce qu'il y a eu déjà ce premier travail d'auto-évaluation en ligne et qui va donc donner un premier niveau de ce qu'on appelle nous de l'accompagnement sur mesure. Okay.
Ensuite, on pense que c'est vraiment que la durée de la formation est un élément très important pour arriver à déceler, je dirais, des chefs qui chercheraient un coup de com pour récupérer un label. Et puis, en fait, voilà. Je pense que dans la durée et aussi la bienveillance de l'accompagnement. Je pense que ça, c'est vraiment un mot très important pour moi, la bienveillance. En tout cas, c'est une des valeurs du féminisme que je revendique. Je ne crois pas au féminisme combatif qui met les hommes contre les femmes. Je crois justement à un féminisme qui tend les mains d'une maman, voilà, qui pardonne un enfant, qui pardonne et qui est là pour justement éduquer, apprendre sous réserve que voilà, la personne elle ait envie de changer aussi. A envie de changer, et c'est pour ça que ce label n'est pas gratuit. Ce label se fait sur la base du volontariat, et ce label est long. Ce label, cet accompagnement est long, parce qu'on pense que c'est vraiment par cette voie-là uniquement que l'on peut changer une personne. Mais je pense fondamentalement que la plupart des chefs sont des gens qui veulent changer, mais ils ne savent pas comment. Donc c'est vraiment leur donner des outils pragmatiques. Et aussi parce que on s'est rendu compte que beaucoup de formations étaient très conceptuelles. Nous, on a mis vraiment des outils très pratiques, avec des exercices pratiques, et qui va permettre à tous les membres du personnel, même ceux qui sont étrangers et qui ne comprennent pas très bien le français, de pouvoir recevoir le même enseignement. D'accord. Et le label, il est en fonctionnement maintenant. Est-ce qu'il y a des restaurants qui commencent à être labellisés, ou est-ce qu'ils démarrent comment est-ce Alors non, justement, on démarre le 8 mars. C'est symbolique parce que c'est la date anniversaire du lancement de Respect ta cuisine il y a 1 an. C'est aussi une année pour arriver à mettre en place tous ces modules et pour arriver à penser à tous les détails, pour être juste aussi, pour trouver les formateurs, pour former les formateurs, beaucoup de choses. Bien sûr. Et puis ensuite on a aussi pensé à un comité indépendant d'évaluation qui va attribuer le label ou pas sur la base du rapport qui sera donné par les coachs. Il faut trouver aussi des coachs qui donnent envie par ces petits jeux, justement par cet accompagnement bienveillant, à transformer aussi vraiment de l'intérieur le chef. Moi, j'ai des exemples de chefs qui étaient vraiment très misogynes. Et en fait, ils ont été gagnés petit à petit dans le temps. D'abord parce qu'il y a eu le côté challenge. Après, il y a toujours l'idée de la performance. C'est-à-dire que dans notre méthodologie, il y a toujours cette notion de performance. D'ailleurs, on met des scorings de performance par pilier. Parce que tu sais que c'est comme ça que fonctionnent... Exactement, les chefs, les restaurateurs. À ça, d'accord. Parce que l'éducation française, parce que l'excellence, et la gastronomie en particulier, fonctionne sur une méthode de challenge et de performance. Mais ce qu'on veut surtout montrer au final, c'est qu'ils ont tout y à gagner. C'est-à-dire qu'ils vont être vraiment plus performants, pas seulement eux à titre personnel, mais que c'est par le bien-être de l'ensemble des individus de son équipe que le chef va réussir à faire une cuisine encore plus performante. Et on pense vraiment... Alors là, on revient à cette notion de sensible, qui est toujours difficile comme ça à théoriser ou à expliquer sur un micro, mais on pense vraiment que quand il y a de l'amour dans une cuisine, dans une équipe, ça se ressent dans le plat. Ouais. Et ça, c'est pas un guide Michelin qui va pouvoir l'évaluer avec une étoile. Parce que ces guides-là ou ces scorings-là, ces labels-là sont dictés par des critères objectifs. Et d'ailleurs, ce qui les rend plus simples. Et nous, ce qui nous rend beaucoup plus difficile la tâche, puisqu'on est sur des données subjectives. Donc c'est la raison pour laquelle la durée, le fait, il y a une très grande complexité dans la manière dont on a mis en place cette méthodologie. D'ailleurs, on a aussi des membres de notre équipe qui viennent du monde du guide Michelin, du monde de la labellisation en général, et des coachs d'entreprise. Donc, on a pris vraiment, vraiment le temps, et on pense avoir quelque chose de très intéressant aujourd'hui à offrir au monde de la cuisine, et pourquoi pas demain au reste du monde, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que je suis profondément attachée à la République. Et aujourd'hui, je me sens aussi dans cette démarche de dénonciation publique que j'ai faite contre Guy Martin à ce moment-là, ce cri que j'ai lancé. J'étais aussi mal à l'aise par rapport à mon éthique de citoyen républicain, ou de citoyenne républicaine, devrais-je dire, parce que je voudrais pas qu'à travers ma dénonciation, on m'accuse d'un début de communautarisme ou je sais pas quoi.
Là, l'idée, c'est vraiment d'inscrire cette démarche dans un féminisme républicain universel. Un féminisme qui ouvre, justement, qui tend les mains à tout le monde et qui n'est pas juste là pour défendre des droits de femmes violées, je sais pas. C'est hyper important, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des femmes qui défendent leurs droits et notre collectif, en fait, est là pour défendre les droits de tout le monde. Oui, c'est ça. De ce que je comprends, en fait, c'est pas... le label, il ne juge pas que la question de la place des femmes dans la cuisine. C'est quand tu parles d'inclusion, c'est l'inclusion de tout le monde en fait. Voilà, toutes les minorités ou les identités plurielles. Et c'est important de comprendre parce qu'en France, on a encore du mal avec ce mot féministe et c'est vraiment important de dire que il existe un féminisme qui apaise, un féminisme qui est pacifique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ONU est née de la SDN, et la SDN a été en grande partie créée par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Donc c'était des femmes féministes, pacifistes, qui d'ailleurs ont toujours un siège à l'ONU. Donc en ce moment où on est en pleine période de guerre en Ukraine, on voit que les femmes, elles sont aussi là pour apporter la paix, toutes ces femmes qui sont ministres. Donc nous, on est là aussi pour dire si ce mouvement Respect ta cuisine est né du mouvement MeToo, du mouvement de femmes qui ont voulu dénoncer des injustices faites à elles-mêmes. Aujourd'hui, ces mêmes femmes dont je fais partie, on souhaite ouvrir en fait le champ beaucoup plus large et défendre le droit de toutes les minorités, défendre le droit de toutes les personnes qui sont en situation d'inégalité ou d'injustice ou de violence dans la cuisine et plus largement encore de faire en sorte de travailler sur des éléments plus structurels pour que ces violences et inégalités n'arrivent pas, c'est-à-dire justement travailler de manière positive par des mécanismes d'ailleurs d'éducation positive sur le collectif, sur le bien-être au travail, sur tous ces éléments-là qui sont des ingrédients de la violence de demain. Voilà, c'est de la prévention. Et une dernière question par rapport à ça. Quelle place pour les chefs au comportement nocif, parce qu'il y en a, bien sûr, des gens qui ont eu un comportement déplorable pendant des années, demain, s'ils veulent s'engager dans le label, c'est possible. Évidemment. Il faut être cohérent avec soi-même et avec l'esprit de Respect ta cuisine. Respect ta cuisine, comme son nom l'indique, c'est nourrir la culture du respect. Et si on a fait des choses mal à un moment ou à un autre, on n'est pas là, nous, pour condamner. Moi, je ne suis pas là pour dire que la justice fait ce qu'elle a à faire. Mais il y a ce que l'on appelle la justice punitive et il y a la justice restaurative. D'ailleurs, dans mon collectif Respect ta cuisine, je tiens à préciser qu'on n'a pas juste qu'un label, on a 3 missions. La première, c'est protéger les victimes. La deuxième, c'est éduquer, sensibiliser dans les écoles. Et la troisième, c'est effectivement labelliser, valoriser les meilleurs d'entre eux et ainsi valoriser donc, les bonnes pratiques par l'exemple. Donc, dans la première mission, dans ce premier pilier de protéger les victimes, on a mis en place une team d'avocats qui sont experts de la justice restaurative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une notion de justice qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est très peu connue en France, et qui justement se fonde non pas sur la punition de l'agresseur, mais sur la réparation faite à la victime. Parce qu'on a vu aussi malheureusement des victimes qui ont gagné des procès, mais qui ne s'en sortent pas pour autant vraiment d'un point de vue, ça prend du temps, parce qu'elles n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi. Des victimes qui n'ont pas gain de cause au final. Exactement. Et donc de la même manière, exactement, il y a aussi tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va avoir aussi une cellule d'hypnothérapeutes, de psychologues, qui vont apporter justement des outils qui existent dans les thérapies modernes et alternatives, notamment celles qui sont utilisées pour les attentats, c'est-à-dire notamment le MDR. Donc c'est des outils très pratiques qui permettent moi j'en ai fait personnellement, et donc je sais que ça marche, qui permet de rompre en fait le lien entre le souvenir et le traumatisme, et qui permet de se reconstruire beaucoup plus rapidement.
Okay. Donc c'est des choses qui sont importantes et donc on a vraiment une approche très globale. D'accord, oui, donc de ça la va violence. Bien au-delà du label. Oui, ça va bien. Là, on s'occupe autant de la victime que des chefs. Que des chefs. Et puis par ailleurs, on va mettre en place, alors c'est pas encore tout à fait fini parce que ça prend aussi du temps, mais une helpline où tous les chefs qui adhèrent et qui souhaitent vont donner 1 heure de leur temps dans la semaine pour parler à des victimes ou des personnes en situation de stress et qui ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour les aider à comprendre ce qui se passe ou les orienter vers, pourquoi pas, un accompagnement juridique. Et donc, nous, ces personnes-là qui sont membres de la Helpline vont être aussi formées par notre formatrice référente, Stéphanie, à répondre à ces appels. Sûr, ouais. Mais on s'est rendu compte aussi, et ça c'est mon côté très pragmatique, c'est qu'en ayant passé beaucoup de temps avec des victimes qui m'ont appelé depuis la création de cette association, qu'elles ne veulent pas appeler des associations de violence classiques, parce qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur parle le même langage que celle qu'elles connaissent dans la cuisine. Et on s'est rendu compte que voilà, pour être encore plus efficace, il fallait qu'on apporte ce vocabulaire et des gens du monde de la cuisine qui parlent à des gens du monde de la cuisine. Qui partagent le même le même et donc vocabulaire. pour revenir à ta question, parce que j'ai un peu fait une grosse digression, que fait-on d'un chef qui a été agresseur et qui souhaite souscrire à ce label? Je lui dis oui, encore plus que n'importe lequel. C'est plus facile d'aller convertir des convertis. Nous, on essaye vraiment de convertir ceux qui sont encore moins en attente. Enfin, c'est comme ça qu'on va construire vraiment la cuisine de demain. C'est pas en essayant de convertir ceux qui sont déjà qui sont déjà dans cette démarche. Il faut les accompagner aussi, ceux-là. Mais il faut accompagner toute la société, toute la cuisine entière. Et donc on leur dit oui à ces personnes-là. Et je pense que justement par ce mécanisme d'accompagnement avec ces formateurs qui vont être bienveillants mais pas complaisants, je tiens à préciser, c'est pas de la complaisance, on va réussir à les transformer à l'intérieur, parce que je pense que celui qui agresse et qu'il a été lui-même agressé à un moment ou à un autre, c'est quelqu'un qui a été qui a appris avec la violence et qui ne sait pas comment faire autrement que par ça. Et qu'est-ce que les chefs y gagnent en fait à obtenir ce label, à rentrer dans cette démarche vertueuse? Alors beaucoup de choses. On vient de parler de cette transformation intime, personnelle, parce que peut-être qu'à travers la cuisine, souvent, je pense toujours à titre personnel, souvent ces chefs ont vécu des situations de violence, ils ont quitté l'école très jeunes, puis on leur a proposé de faire la cuisine, et puis dans la création culinaire, dans la performance, ils ont réussi à dépasser leurs propres problèmes personnels. Donc je pense qu'on va, comme avec ces coachs qui ont quand même des formations de psychologues aussi, qui ont des notions, vont pouvoir, je pense aussi, les aider à entamer ce parcours. Et la deuxième, bien évidemment, la deuxième chose très importante, c'est qu'ils vont gagner à recruter plus facilement. Aujourd'hui, il y a, alors non seulement ils vont recruter plus facilement, mais en plus, il faut savoir que nous, au sein de l'association Respect ta cuisine, on va mettre en place un forum de l'emploi avec tous les étudiants que l'on rencontre. Là, on a encore été hier chez Ferrandi à Bordeaux. On a beaucoup de jeunes qui nous demandent où aller travailler. Et nous suivent et ils nous font confiance. Ça va être aussi eux qui vont être les bénévoles de demain de l'association. Donc ces jeunes-là n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir servir leur passion dans un cadre serein de travail. Et donc ça va être très simple de leur trouver de l'emploi. Et l'autre chose après aussi très importante, c'est la réputation sociale du restaurateur. C'est-à-dire que je pense vraiment que les consommateurs sont de plus en plus acteurs aussi et qui ne veulent pas manger que dans une assiette performante sur le plan culinaire. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aussi choisir un restaurant éthique et socialement. Je fais un parallèle par rapport à ça. Comme le label écotable. Oui, c'est ça, exactement. Les étoiles vertes Michelin. Et exactement. On voit qu'il y a un mouvement, mais c'est vrai que notre label aujourd'hui, nous on se préoccupe plus de la partie sociale, écotable, la partie éthique, environnementale, et c'est très bien. Moi je trouve il faut saluer aussi ce travail fait par ces personnes que je ne connais pas très bien, mais qui font un super boulot. Avant de conclure cette interview, j'aimerais bien qu'on revienne aux femmes, après avoir parlé des chefs et certains chefs toxiques. Quelles sont les femmes qui t'inspirent?
À part ma maman, j'ai pas... Ma maman est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, ma grand-mère. Parce que ce sont des femmes très opiniâtres qui ont réussi... D'ailleurs, je pense que c'est aussi grâce à ma maman que j'ai pu faire cette transformation personnelle. Elle a toujours été très féminine, ma maman. Très forte. Elle a toujours réussi à évoluer dans un monde d'hommes. Mon père était un peu misogyne, je pense. Il est décédé aujourd'hui, donc je vais pas te dire trop de mal, mais il était quand même de cette génération où la femme... on va pas reparler de ça. Mais ma maman a toujours réussi à rester féminine, et ça, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est de continuer à m'épanouir dans mon monde, dans le monde professionnel et dans ma vie privée. Mais j'arrête de mettre des gants de boxe et je remets des talons aiguilles. Florence, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food ? Ah là là, c'est Tom Meyer. Granit. Okay. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il était qu'il avait une cuisine féminine, justement. Et tout en lui disant que c'était pas parce qu'il avait travaillé avec Anne-Sophie Pic, mais il a une sensibilité féminine merveilleuse. Et encore une fois, dois-je rappeler qu'un chef qui a une cuisine féminine, c'est pas un chef homosexuel ou un chef qui est je sais pas quoi. J'entends dire pas mal de choses ridicules. Je pense que nous avons tous en nous un côté féminin et un côté masculin. Moi, j'ai aussi mon côté masculin et féminin. Et je trouve que la plus belle des choses, c'est de pouvoir valoriser ces deux aspects-là. Et donc, Tom Meyer le fait extrêmement bien. Alors, c'est vrai que moi, je crois pas trop à l'idée de cuisine féminine, mais bon. Alors, je dirais un style féminin, plus qu'une cuisine féminine. Je crois pas non plus à la cuisine féminine. Je me suis mal exprimée. Je parle vraiment d'un style féminin, c'est-à-dire... c'est justement une cuisine dont on va apporter le primage, comme je disais, à une cuisine nourricière, une cuisine qui va être plus organique, qui va plus être sensible à la nature, au rythme de la nature, à des constructions aussi en assiette qui sont beaucoup plus organiques, qui sont moins, où on est plus sur la vérité du produit et moins sur des constructions égotiques. Mmh. S'il y a un plat qui devait résumer ton enfance, qu'est-ce que ça serait ? Il y en a tellement, parce que mon père adorait faire à manger. J'en ai tellement de plats. Honnêtement, je dirais le kébé. Le kébé de mon père était très très bon. Je l'aimais beaucoup. Tous les dimanches, on l'avait d'ailleurs. À ma demande. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié ? La lotte de Bruno Verjus, de Lilieu, qui est entre ce cru et ce cuit... dont on a parlé aussi à travers ma fermentation et qui est pour moi la plus belle, la plus juste des cuisines. C'est lorsqu'on arrive à toucher ce moment de grâce qui est ce fil ténu entre le cru et le cuit. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Non, j'aime tout. Et quel est le produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine ? Mon vinaigre. J'allais te dire, ça peut être un de tes produits. Ouais, bah oui, parce que l'acidité, c'est tellement important. On dit souvent que... Oui, c'est ça, on pense toujours au sel comme conducteur de goût. Moi, c'est l'acide. Okay. Quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps chez toi ? Alors ça, c'est... Typiquement, j'en ai pas parce que ce que j'adore faire quand je cuisine, c'est... Je vais d'abord chez mon producteur. J'ai une ferme à côté de chez moi qui produit des choses incroyables. Donc je prends ce qu'il y a dans les étals au moment où c'est là. Et je rentre chez moi, je regarde le produit, je les observe, je les sens, je les respire. Ah ouais, je sens surtout, je les respire, je regarde leurs couleurs. Et quand je rentre comme ça en résonance avec ces couleurs magiques, là, les idées me viennent. Et je ne fais jamais un plat 2 fois le même. Jamais. Ça m'arrive jamais. Et justement, quand tu es en cuisine, quelle est la bande-son qui passe ? Est-ce que tu écoutes de la musique, la radio ? Est-ce que tu travailles en silence ? Pareil, ça dépend du moment. Parfois, je peux écouter... c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner avec Chopin. Je pense en particulier au 2e mouvement du concerto numéro 2 de Chopin. Et sinon, ça peut être de la musique électronique aussi. Ok. Il y a une forme de trance dans la musique électronique que j'aime beaucoup. Mais c'est essentiellement du piano parce que j'en ai fait beaucoup et puis c'est grâce au piano que je suis sortie de l'autisme étant petite. Donc peut-être que le fait de revenir dans la cuisine, c'est une manière de revenir dans mon enfance aussi, à travers le piano. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un ?
Oh mon Dieu. Moi, je pense que celui de ma vie, il a à construire, il va arriver dans les années... Peut-être que je vais en construire un moi-même. Ah. Peut-être. Il sera brut. Il faudra qu'on fasse une suite à cette interview. Exactement. Il sera probablement brut, en haut d'une montagne, dans une caverne. Et on retrouvera probablement la cuisine paléo et en même temps un barbecue kamado japonais. Et en même temps, quelques produits fermentés qui ont été là, qui ont séché pendant tout l'hiver et puis qu'on va déguster en plein été après une randonnée. On a monté 1200 mètres, on arrive sur un monde... Je vois très bien quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il te reste des restaurants à découvrir ? Est-ce qu'il y en a un tout en haut de ta liste ? Beaucoup, évidemment. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Non, et ce qui se passe, c'est qu'avant le Covid, je devais aller en Chine, à Shanghai en particulier. Parce que dans la liste de choses que j'ai encore à apprendre, il y en a beaucoup bien sûr, mais dans la fermentation, je voudrais pouvoir améliorer mes connaisses sur la cuisine chinoise, qui pour moi aussi est une cuisine d'avenir, parce que je pense que c'est probablement une des cuisines qui donne le plus le primat à la fermentation. Donc voilà, je voulais aller à Shanghai, notamment découvrir la cuisine fermentée, et notamment un Johnny qui, si un jour m'écoute, se reconnaîtra, qui vient d'avoir 2 étoiles Michelin à Shanghai. Je vais pas faire de pub. Donc voilà. Florence, dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre dans un prochain épisode ? J'ai une grande admiration pour Maria Canaval, mais elle est déjà Elle est déjà passée, oui. Alors, il y a une personne que... Oui, j'aimerais absolument que Marie Sauce soit ta prochaine ou une de tes prochaines interviewées. C'est une femme qui force l'admiration parce que c'est probablement pour moi la première à avoir créé un mouvement pour valoriser la femme dans les métiers de bouche et de la restauration qui s'appelle la Cuillère d'Or. Oui. C'est aussi la seule femme à ma connaissance qui est présidente d'une association professionnelle de chefs. C'est une femme qui est aimée des hommes, des femmes, qui arrive à faire la paix avec tout ce monde très divers, parfois qui s'engueule, parfois un peu... Elle arrive à parler à tout le monde, elle fait la paix. Elle s'appelle d'ailleurs Marie, elle porte bien son nom. Et elle fait partie aussi de mon collectif. Et elle m'a beaucoup aidée aussi à construire ce message apaisant, enfin en tout cas j'espère, et surtout bienveillant. Merci beaucoup Florence Châtelet-Sanchez. Merci Adeline. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Florence Châtelet-Sanchez pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.